Movies, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma. Présentée et préparée par mon camarade Patrick Servel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au sommaire d'aujourd'hui, quelques films qui nous ont emballés, plus ou moins cette dernière quinzaine. D'abord, une radiographie sans concession de la société coréenne dans About Kim Soo-hee. Téchiné ensuite explore avec délicatesse les relations frères-sœurs avec les âmes sœurs. Avant l'effondrement, un premier film français qui parle en même temps de l'anxiété écologique et de l'anxiété vis-à-vis de la maladie. Brighton Fourth, drame dans la communauté géorgienne de New York. On parlera aussi de La Conférence, reconstitution d'une réunion historique de dignitaires nazis, où a été décidée la mise en place de la solution finale. Loup et chien, film franco-portugais qui cause de genre chez des adolescents qui se cherchent. Un autre film qui prend comme sujet les attentats du Bataclan avec l'espagnol Un an, une nuit, qui sort dans une semaine. Et enfin, pas encore en salle non plus, mais bientôt, un soldat de la Légion étrangère qui s'étourdit sur le dance floor. C'est le sujet du franco-italien Disco Boy. Alors, 8 films, Patrick, c'est beaucoup pour une heure. Ça va tenir ? Alors, je pense qu'on va on va certainement réussir à tenir dans l'heure. Bon, parce que sinon, j'ai contracté. En fait, il n'y a qu'un seul film qui s'intitule Avant l'effondrement, dans un an, une nuit entre loup et chien, les âmes sœurs Kim Soo-hee et Disco Boy iront à la conférence de Brighton. Ok, merci. Donc l'émission Movies se termine, record battu. Ah non, parce que 3 minutes et 12 secondes. À la fin de l'émission, on passera à notre deuxième couche en listant les films évoqués dans les émissions précédentes et qui sont encore à l'affiche. Et on mettra dans le viseur les sorties en salle pas encore vues qui nous intéressent a priori. Et comme d'habitude, quelques intermèdes musicaux qui ont à voir avec le 7e art. Rien sur l'actualité des festivals cette fois, Patrick ? Non, mais il y en a un qui se profile à l'horizon, c'est un petit festival, c'est le festival de Cannes. Cannes, bon, ouais, c'est on ça. en parlera, il s'annonce, on en parlera la prochaine fois. On cause en premier de quoi ? Oui, on va à Berlin en 1942, c'est ça ? Oui, je vais vous parler de la conférence. Alors, pour être exact, on est donc le 20 janvier 42. 20 janvier 42. On a une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich, qui vont se retrouver. Alors, on est au bord du lac, le Wannsee, on a dit en allemand, donc dans une superbe villa. Et ils sont, ces 15 dignitaires, invités par Reinhard Heydrich et à une conférence, ils n'ont pas reçu d'ordre du jour. Donc ils vont découvrir au dernier moment quel est le motif de cette conférence. Eh bien, tous ces représentants Waffen-SS ou ceux du parti ou des fonctionnaires des différents ministères et même aussi ceux qui viennent des provinces qui ont déjà été conquises, eh bien, ils apprennent qu'ils vont ensemble se mettre d'accord dans un temps assez limité de décider de ce qu'ils vont appeler la décision finale. En fait, c'est le plan d'élimination du peuple juif. Et donc, on va avoir pendant ce film se succéder des manœuvres politiques, des jeux de pouvoir autour quand même de ce qui va être une des plus grandes, peut-être la plus grande tragédie que l'on a pu connaître. Ce film, on l'a découvert, il avait été présenté il y a quelques mois, en 2002, lors du Festival d'Histoire de Pessac. Donc là, ce que l'on va avoir, c'est vraiment une réunion pragmatique, comme une réunion industrielle, où on va parler de méthode, de technique, de calendrier, de process.
en prenant en compte les impondérables, les marges d'erreur. Vraiment, on est dans quelque chose, je viens de le dire, de procédure, de process industriel. On a donc là devant nous une rigueur, mais une rigueur glaçante, parce qu'on est en train de parler d'élimination d'êtres humains et une élimination totale. Donc, bien évidemment, là, aucun état d'âme. Enfin, quand je dis aucun état d'âme, il en existe néanmoins. C'est de savoir comment vont réagir les exécutants aux ordres qui vont leur être donnés. Donc on est, excusez-moi, mais on est presque quasiment dans une réunion de CHSCT où on est en train de parler de risques psychosociaux bien avant que l'on en parle comme on en parle maintenant. Donc, le film, selon les historiens, est très fidèle aux comptes rendus précis qui ont pu être faits lors de cette conférence. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, on a des secrétaires qui notent absolument tout et qui vont pouvoir faire donc un compte rendu assez détaillé. Donc, une reconstitution tout à fait crédible, avec des images qui sont à l'image de la température extérieure, donc des images bleutées avec ce lac très, très froid. Alors, pour moi, on est quand même beaucoup plus devant un docu-film, plutôt qu'un film. Et on ne peut pas forcément parler de scénario dans une telle situation, puisque là, on est basé sur des faits réels et on peut se permettre aucun écart par rapport à la réalité, parce qu'autrement, ce serait vraiment de la tromperie. Donc, je vous dis, moi, j'y ai pas forcément vu une œuvre cinématographique, j'y ai vu un document remarquablement documenté, et comment dire, avec un tel sujet, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de restituer la réalité sans y apporter le moindre sentiment, le moindre avis sur ce qui s'est passé. Oui, enfin, bon, glaçant, tu as dit le mot glaçant, et c'est vrai de voir ces ponts discuter comme au sein d'une réunion d'entreprise des modalités pratiques de la solution finale. C'est Adolf Eichmann, il paraît, qui a rédigé le procès-verbal, et le film est basé sur les notes de Adolf Eichmann. Ce qui est intéressant aussi, on y voit les luttes internes entre ces dignitaires nazis, et les quelques modérés, entre guillemets, si on peut dire, peu favorables au projet au début, alors soit pour des raisons morales, soit pour des raisons de droit, soit tout simplement pour des raisons de faisabilité, ils voient leurs scrupules assez vite balayés. Moi, c'est vrai, d'un point de vue cinématographique, on peut déplorer quand même que ce soit pas très riche. Moi, je pense que le réalisateur allemand a sans doute été impressionné par son sujet historique et il n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Je sais pas. Alors, c'est vrai que ça... Je sais pas, en effet, à réfléchir, mais là, il y a un côté théâtre filmé, un peu, il y a un côté téléfilm. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Son visionnage pourrait être rendu obligatoire pour tous les révisionnistes qui persistent encore. Je crois qu'on va dans un autre pays maintenant. Oui. Hervé, tu vas parler, je crois, tu vas partir en Corée. Non, je ne pars pas, j'en reviens. Je reviens de Corée. Ah. Oui. Vas-y, tu voulais dire quelque chose ? Non, je voulais dire que tu as oublié de te nommer en début d'émission, donc émission également animée par Hervé Brie. Qui revient de Corée et qui a vu About Kim So-hee, je ne sais pas si je le prononce bien. On part, c'est la Corée du Sud, pour en découvrir un versant peu reluisant avec ce film qu'on pourrait traduire par « À propos de Kim So-hee » ou au sujet de Kim So-hee, c'est le nom de la jeune fille, personnage principal de ce film construit en 2 parties, qui passe, moi j'étais surpris, sans qu'on s'y attende, du drame social à l'enquête policière. J'ai lu après que l'histoire est tirée en fait d'un fait réel qui a secoué la Corée assez récemment. Dans la première partie, on suit une jeune lycéenne. Alors elle est volontaire, un fort caractère. On le voit dès le début avec une intense scène de répétition de chorégraphie. On voit qu'elle lâche rien. Et puis ensuite dans un resto où elle ne mâche pas ses mots avec des garçons qui l'importunent. Alors pour son stage de fin d'études, elle va intégrer un centre d'appel téléphonique d'un fournisseur d'accès Internet. Et là,
les choses vont un peu se gâter pour elle. Elle découvre, et nous avec, une pression managériale très forte, des pratiques commerciales plutôt détestables, bref, la face un peu cachée du modèle ultra-libéral coréen où tout est mis en concurrence. Alors les employés, leurs chefs, les différentes branches des grandes entreprises, les lycées entre eux-mêmes, avec des tableaux de performance affichés et des objectifs souvent impossibles à atteindre. Et la souffrance au travail qui en découle, avec des conséquences parfois tragiques. Alors, après un final elliptique assez poignant, le deuxième volet du film commence, au cours duquel une détective, genre intègre, en but avec sa hiérarchie, elle va mener une enquête sur ce qu'on a vu avant, finalement. Alors, petite remarque, Patrick, tu la connais, cette policière atypique et pugnace. Elle est jouée par l'actrice qui interprétait déjà une flic tourmentée dans le récent Les Bonnes Étoiles sur un trafic d'enfants adoptables en Corée. Alors son jeu assez décalé est vraiment magnifique. Je peux dire son nom, peut-être en le prononçant mal. Elle s'appelle Doona Bae. On a donc 2 films pour le même prix. Le volet policier est vraiment passionnant, avec les recherches d'indices et les interrogatoires des protagonistes vus dans la première partie. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est le thème de l'aliénation au travail dans ces call centers est doublé d'une étude sociologique de la jeunesse coréenne actuelle, avec tout un tas d'éléments qui sont évoqués au passage. Alors évidemment, les téléphones scotchés à la paume, les réseaux sociaux avec la mise en scène de sa vie quotidienne, la K-pop, la pop coréenne qui envahit le monde, les nouveaux rapports garçon-fille, la communication difficile avec les parents, les troubles alimentaires également, l'alcoolisation avec le binge drinking, bref, toutes choses qu'on retrouve finalement chez les jeunes de la plupart des sociétés occidentales. Autre aspect assez fascinant, moi j'ai trouvé, déjà remarqué dans les films asiatiques, c'est le rapport très fort à la nourriture, avec plusieurs scènes de repas où sont ingurgitées des choses parfois étranges. Il faut voir le groupe de jeunes filles, par exemple, se délecter de tripes grillées. Elles ont l'air d'adorer ça. Donc, comme en Auvergne. Oui, ça, les tripous, ouais, c'est ça. Kim So-hee, c'est le 2e long métrage d'une réalisatrice coréenne. Elle s'appelle Julie Jung et elle montre vraiment un grand talent dans ce portrait de 2 femmes, prétexte à une radiographie politique assez implacable de son pays et qui tacle sa culture de la performance mortifère. C'est du Ken Loach ou du Dardenne coréen, mais la fraîcheur et la féminité en plus. On pourrait espérer que ce genre d'œuvre qui interroge la société et met le doigt là où ça fait mal, fasse bouger les lignes, mais c'est sans doute un vœu pieux. Ça dure un peu plus de 2 heures, mais c'est un ticket pour Séoul qui vaut vraiment le coup. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me.
my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Titre de Springsteen entendu au générique de Philadelphia, sorti en 94, c'est de Jonathan Demme et ça évoquait le sida avec Tom Hanks. Il y avait aussi Denzel Washington et Antonio Banderas. Springsteen, j'ai vu qu'il a réalisé en 2019 un film documentaire dans lequel il est devant et derrière la caméra. Ça s'appelle Western Stars et il n'est pas sorti en France à ma connaissance. Et il a aussi composé des musiques de films. The Boss est en concert à Paris bientôt, mi-mai. Mais là, on va pas à Philadelphia, on est parti pour New York, je crois. Oui, on est parti pour Brighton Falls, donc un film géorgien de Levan Kokashvili. Donc là, pareil que pour Hervé. Prononciation, ça laisse à désirer ton géorgien. Oui, c'est pareil pour toi, le coréen, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors, dans Brighton Falls, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh ben, on y retrouve un ancien champion de lutte géorgien qui va partir là-bas, donc à Brighton Falls, à New York. Il part là-bas pour tenter d'aider son fils qui a des gros problèmes avec les jeux d'argent. Alors, dans ce film, qu'est-ce qu'on trouve dans ce film? Bien, je viens de l'évoquer, le jeu, surtout l'abnégation d'un père pour son fils, ce qu'il est capable de faire, et puis aussi la toile de fond, c'est-à-dire les émigrés de l'ancienne URSS qui refont un peu leur monde, à Little Odessa, à New York City. On connaît les Italiens dans leur quartier. Eh bien, il y a aussi ce quartier de Brighton Beach qui est essentiellement habité par des immigrants de l'ex-URSS. Et quand on est là-bas, il n'y a aucune nécessité à parler anglais puisque tout est écrit en russe. D'ailleurs, si vous parlez anglais, c'est un peu vous qui apparaissez comme des étrangers. Par contre, l'arménien ou le géorgien, c'est la langue locale. Alors, le film, il commence dans une salle de jeu, une salle de Paris sur des matchs de football. Et là, on est à Tbilissi, donc en Géorgie. Et on y découvre un homme, et on comprend rapidement qu'il est là et qu'il a misé beaucoup sur ce match entre, je crois, Manchester et Liverpool. Et on comprend, en fait, bien qu'il vient de jouer l'argent que lui envoie sa femme, qui elle est à Brighton, New York City, et puis c'est pas qu'un peu là qu'il a parié, c'est pas 20 € ou 30 €, c'est le prix d'un appartement, c'est juste ça. Et là, il y a tout de suite une rupture, on pense qu'on va suivre ce joueur invétéré, eh bien non, c'est plutôt vers son frère qu'on va s'intéresser. Et c'est son frère, Kaki, qui vit à Tbilissi. Il vit avec sa femme et je dirais surtout avec son chien. Lui, c'est un ancien lutteur. Et donc, son fils est parti normalement étudier la médecine aux USA, mais on découvre rapidement, déjà quand on voit la tête qu'il a lors d'une séance Zoom, qu'il a des soucis, et pour lui aussi, ça doit être familial, ça doit être un peu comme son oncle, il a des problèmes d'argent. Et là,
dans une abnégation mais totale. Kaki se pose pas de problème, il part là-bas, à Brighton, pour voir exactement ce qui se passe et pour essayer de ramener le fils au bercail. En tout cas, c'est ce qu'elle lui a demandé sa femme, donc la mère du fils. Elle lui a demandé « Tu ne reviens que si tu reviens avec notre fils ». Et on verra en regardant le film s'il réussit à faire... Tenir sa promesse. À tenir sa promesse, ça y est, merci de me trouver les mots. Et on arrive rapidement à Brighton, hein, dans un immeuble donc, qui est dirigé par la belle-sœur, hein, celle qui envoie de l'argent et qui pense que rapidement, elle devrait pouvoir retourner là-bas en Géorgie pour y prendre, grosso modo, sa retraite. Mais ça va être compliqué puisque le mari, il a tout perdu. Alors cet immeuble, c'est un immeuble entièrement occupé par des émigrés. Hein. Mais des émigrés qui sont difficilement capables de s'adapter à la vraie Amérique. D'ailleurs, ils parlent pas anglais, ou quand ils parlent anglais, c'est vraiment un anglais hyper basique. Donc, ils restent en fait dans ce monde russophone, hein, et ils restent dans ce quartier. Ils viennent d'une Union soviétique complètement révolue. Ils ont envie de commencer une nouvelle vie, mais ils arrivent finalement pas à se débarrasser de leur passé. Donc là, le réalisateur, hein, Levan Kogushvili, va nous décrire avec une grande humanité ce petit monde, alors certainement un monde, hein, on le sent bien, rude, hein, où tous les jours sont difficiles, mais empreint de solidarité, même voire de fraternité entre tous ces sans-grades, hein, tous ces un peu abandonnés de la société. Enfin, certains profitent d'autres quand même. Oui, mais enfin, même ceux qui en profitent, ils sont quand même, c'est pas glorieux, quoi. Hein, alors, le réalisateur mêle en fait acteurs professionnels et non professionnels. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein, dans les dossiers de presse, parce que pour nous, vu qu'on ne connaît pas quand même très bien la cinématographie géorgienne, ce ne sont pas des acteurs que l'on connaît, donc incapables de faire la différence. Et il n'y a pas de différence parce que tout le monde joue bien, en tout cas ça fonctionne bien. Et bon, pour le rôle principal, pour interpréter le taiseux, l'ancien lutteur, qui me fait penser parfois à Etchebest, le cuisinier, en tout cas avec la tête et avec le bonnet, et bien c'est un non professionnel, hein, un non professionnel de la comédie, mais par contre c'est un professionnel de la lutte, puisqu'il a été un ancien lutteur soviétique et qui a même été sacré champion olympique, hein, c'est quand même pas, c'est pas rien, hein, pour les derniers jeux. Oui, pour les Jeux 72 vers 76, et il a été aussi champion du monde. En ce qui concerne Levan Kogushvili, enfin Levan, comme ça va être simple. Hein. Donc il a étudié le cinéma moitié à Tbilissi, donc en Géorgie, une partie aussi à Moscou et aussi au niveau de New York. Donc il a eu des courts-métrages qui ont été bien représentés et qui ont eu des prix. Typiquement à une des Berlinales, hein, que tu connais, les Berlinales, et Brighton Force est son troisième long métrage. Donc là, on voit que pour beaucoup, hein, l'Amérique, hein, les États-Unis, c'est une terre d'opportunités et un des plus grands symboles, ça reste quand même New York. Mais là, on est à Brighton Beach. On commence à Brighton Beach, on se termine à Brighton Beach, car finalement c'est un lieu qu'on quitte pas. Donc Brighton Force, chronique de l'exil, l'abnégation du père, c'est quand même assez fort. D'ailleurs, il dit à son fils, tu sais, je me suis battu toute ma vie, ce serait anormal que je ne me batte pas non plus pour mon fils. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, y en a qui essayent d'en profiter. Bon, mais c'est en fait l'exploitation du plus pauvre par un peu moins pauvre, quoi. Donc, moi, ce que j'y ai surtout vu, c'est la solidarité d'une communauté face à l'adversité, un réalisateur qui aime les acteurs qui filment. Donc, c'est un film qui, depuis le début de l'année, je dirais, ressemble à rien d'autre que
films que j'ai pu voir. Alors, est-ce que vous irez voir Brighton Falls? Moi, j'ai aimé. En tout cas, moi, j'ai plongé avec curiosité dans ce quartier populaire de New York, Brighton, donc, où tout ce folklore donc, de cette diaspora des immigrants d'Europe de l'Est, illégaux et légaux, assez macho quand même, il faut bien le dire aussi, avec entraide, petite mafia locale quand même, il y a un côté mafia. On voit que 2 femmes finalement. Ouais, et bon, elles sont derrière les fourneaux, quoique la belle-sœur, là, elle gère tout. Spécialité gastronomique, il ramène des fromages, chansons populaires, et je pense que le réalisateur doit connaître très bien ça, en effet, puisqu'il est géorgien. Sujet intéressant, avec ce papa ex-champion de lutte qui essaie de sortir son fils de la mouise, mais moi j'ai quand même trouvé la réalisation un peu statique et étouffante. Comme tu dis, les personnages ne sortent pas de ce milieu clos, et nous non plus, et même la plage est tristounette, c'est pas la carte postale touristique, ça c'est sûr. Ça m'a évoqué un autre film sur la diaspora russe et ukrainienne de New York, qui était quand même plus dynamique, voire nerveux. C'était le fameux Little Odessa, le premier long métrage de James Gray en 94. Là, c'est plutôt Little Tbilissi, je sais pas comment on dit la capitale géorgienne, donc où le film débute là-bas. Voilà, on revient en France, on va dans les Pyrénées. Pour parler des âmes sœurs. Mais c'est notre ami Téchiné, il y a un bout de temps même qu'il réalise. Et oui, j'ai regardé ça, il a 80 ballets, mais ça se voit pas à l'écran. On dirait un film fait par un genou. Alors je sais pas si c'est un compliment de dire ça, si, on peut le dire. En tout cas, c'est sa dernière réalisation et il a une filmographie importante, quantitativement et qualitativement, de Barocco au Roseau sauvage, en passant par Les Sœurs Brontë, Hôtel des Amériques, la liste est longue. Mais moi, je sais pas toi, je dois avouer que je connais peu son travail des années 2000. Le sujet de ce film, ce sont les relations particulières entre un frère et une sœur de 25, 30 ans à peu près, qui n'ont apparemment que comme famille. Alors David, c'est un jeune soldat. Il est blessé lors d'une opération au Mali. La scène d'ouverture, d'ailleurs, avec caméra trépidante embarquée dans le convoi, est vraiment impressionnante. Elle se passe là-bas au Mali. On le retrouve sévèrement blessé et dans le coma à l'hôpital militaire des Invalides. Alors là, sa sœur aînée, Jeanne, qui vient du fin fond de l'Ariège, en vivant de peu, elle vient le voir et après un long parcours de rééducation physique, il est amnésique toujours, mais il vient la rejoindre au village où il est bien connu. Et on va suivre l'évolution de leur relation, lui muré dans son stress post-traumatique, qui ne tient pas plus que ça d'ailleurs à se souvenir de son passé militaire et familial, et elle dont on sent bien qu'elle n'est pas très à l'aise pour jouer les infirmières dévouées. Alors, moi je trouve qu'un des meilleurs moments du film, c'est la première demi-heure où on suit le parcours de reconstruction physique du jeune homme, avec un aéropage de médecins, kinés, orthophonistes, masseurs, psychologues, tous hyper attentionnés. C'est vraiment impressionnant, et ce moment est d'une grande qualité de documentaire. C'est aussi d'ailleurs au passage un bel hommage au corps médical et paramédical. Alors le thème de l'amour entre frères et sœurs qui va un peu trop loin était déjà sous-jacent dans un précédent film de Téchiné. C'était Ma saison préférée, où Daniel Auteuil et Catherine Deneuve avaient des rapports fusionnels un peu limites. Les 2 acteurs principaux sont très bons. On a Benjamin Voisin, tu le connais celui-là. Oui, Benjamin Voisin, c'est Les Illusions perdues, et c'était aussi un été 84, le film d'Ozon. Ouais. Et moi, je l'ai vu que dans Rubempré, donc dans Les Illusions perdues. Et Noémie Merlan, qui a récolté cette année le César de l'espoir féminin pour son rôle dans L'Innocent de Louis Garrel, et qu'on va voir de plus en plus sur les écrans. Tu vas nous parler d'un film où elle est présente tout à l'heure. Un an, un jour. C'est pas plutôt le second rôle, plutôt que tu m'as dit... Qu'est-ce que Espoir féminin ? Espoir. Peut-être. Ça existe ? Oui. Remarque, c'est peut-être Espoir. Je sais plus. En tout cas, la caméra s'attarde beaucoup sur leurs visages, mais des visages qui restent finalement assez insondables. On peut aussi signaler quelques personnages secondaires assez originaux et plutôt bien campés. Je pense à la mairesse du village, très pédagogue, qui nous fait à un moment une leçon sur l'inceste, ou au voisin proprio, bougon mais sympa, et tragique en même temps, qui joue à se travestir.
Téchiné, il a souvent filmé la marginalité et sexualité dans ses films. Par exemple, je me souviens de J'embrasse pas sur la prostitution ou Les roseaux sauvages, par exemple, sur l'homosexualité. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné... J'embrasse pas, c'était sur la prostitution masculine. Oui, je sais plus. Ah oui. C'était pas Emmanuel Béard ? Non. Ah, je confonds alors. Alors, on a beaucoup aimé cette façon qu'a Téchiné d'inscrire ses personnages dans un territoire précis. Ici, les Pyrénées ariégeoises, vraiment superbe décor naturel pour cette histoire intimiste. Et c'est ce qu'on disait, malgré son âge avancé, il approche les 80 ballets. Il a une façon de filmer très moderne et pas du tout académique. Et il pose un regard qui me semble assez juste sur ces deux jeunes, sans pathos et sans jugement. On écoute un peu de musique, peut-être, Patrick ? On peut. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Si par malheur au cœur de l'accélérateur, je rencontre une particule qui mène de sale humeur. Non, faudrait pas que je me laisse aller. 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 C'est l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as un détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre ce qui te tient, c'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as un détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la bombe humaine, c'est l'arme de demain. À bombe humaine, titre des débuts de Téléphone, chanté par un protagoniste du film Sur l'Adamante de Nicolas Philibert au tout début du film, et c'est vraiment bouleversant. Sur l'Adamante, superbe documentaire sorti la semaine dernière, où il y a une quinzaine, et évoqué lors de notre précédente émission qui propose un regard différent sur la psychiatrie. C'était notre rubrique deuxième couche, un peu à l'avance. On va au Portugal, c'est ça, hein ?
Non ? Exact, Ah. exact. Oui, t'as eu peur hein, avec ce petit moment là. Ah, ça y est, un blanc à la radio. Non, je savais qu'on allait dans une île portugaise. Oui, ça se fait pas. Hein. C'est un film que j'ai vu il y a quelques mois, hein, donc au FIFIB, le Festival international du film. Tu vois des films sans moi alors. Indépendant Moi, de Bordeaux, où il fut présenté et d'ailleurs il obtiendra un prix, le prix Erasmus. Et je me souviens que la réalisatrice était dans la salle, c'était à l'Utopia si je me souviens bien. Alors, le titre du film, puisqu'il faut que je cite le titre du film, autrement Hervé. J'y veille. Hervé, en vieux correcteur, n'oublie pas de me mettre du rouge en disant mais tu as pas cité le film. Alors, le film c'est Loup et Chien, en tout cas en français, et c'est une traduction, je ne le ferai pas en portugais, mais c'est bien le même titre en portugais. On est sur une île, alors petite île, qui est très marquée par la religion et les traditions. Et on va suivre Anna, qui va nous emmener hein, dans une sorte de voyage de libération, où elle va connaître de nouveaux désirs en rencontrant d'autres de son âge, Chloé et Louis aussi. Louis, élément important, élément de la communauté queer locale. Alors, on est sur donc l'île de San Miguel, hein, je vais le dire en français, hein, San Miguel. Alors, on est dans les Açores, hein, en plein océan Atlantique, une île portugaise. Sur cette île, c'est vraiment la tradition qui règne, hein, une tradition empreinte, même je dirais imbibée de religion. Les processions font florès là-bas. Là, c'est le dimanche. Il doit bien y avoir une procession par dimanche. Anna, elle est là depuis qu'elle est enfant, avec ses frères, sa mère, sa grand-mère. Elle voit bien que pour les garçons et les filles, ils sont pas forcément soumis aux mêmes règles. On est quand même sur une île où c'est le patriarcat qui domine. Et on sent bien que cette Anna, là, elle est en pleine fin adolescente, je sais pas, elle a 16 ans par là, dans ces âges-là. On sent bien qu'elle étouffe et que elle partira hein, lorsqu'elle aura l'âge autorisé pour partir. Bon, heureusement, sur cette île, elle a Louis, c'est son meilleur ami. Alors, c'est un élément étrange hein, sur cette île, hein, il est queer, hein, et il exprime vraiment ouvertement hein, à travers son look, hein, au niveau de ses vêtements, au niveau de son maquillage, parfois très très baroque, mais il exprime bien sa volonté d'être différent. Il fait tache hein, avec toutes ses paillettes, et puis lors d'une procession, on lui fait bien remarquer qu'il n'a pas trop sa place à cet endroit-là. Hein. C'est marrant parce que sur cette île, il tolère les marches de fierté, hein, type Gay Pride, mais on sent bien quand même que le genre reste un des piliers de la tradition sur cette île. Alors le titre, Loup et Chien, ça fait référence à un poète portugais, mais aussi tout simplement à la fable de La Fontaine. Et souvenez-vous, le chien, là, ça pourrait être Anna, c'est-à-dire qu'elle est bien installée. La Anna, elle est rangée, elle est assignée à son rôle. Et puis le loup, le danger, la sauvagerie, hein, le danger pour la société, c'est Louis. Souvenez-vous, là aussi, hein, le loup qui était efflanqué, mais il était libre. Il n'avait pas autour du cou cette marque qui indiquait qu'il avait, pour le chien, qu'il portait un collier. Alors, chien et loup, c'est aussi, hein, c'est une expression, mais qui est dite dans ce sens-là, chien et loup, quand on est entre le jour et la nuit. Donc là aussi, on est entre la jeunesse, plutôt louve, là, et puis les adultes qui sont, eux, enracinés, même, pourrait-on dire, enquistés. Et est-ce qu'on peut le comprendre aussi, Louis et Chien, entre deux genres aussi, finalement ? Oui, c'est cette sorte de moment, de passage, hein, où on peut hésiter, où il y a des moments de bascule. Alors, je vous ai pas dit que le film est réalisé donc par une femme, hein, Claudia Varerao, je sais pas, là aussi, hein, je connais pas le portugais, pas plus que le coréen, pas plus que le géorgien, l'arménien et tout ça.
Elle est née à Porto, où elle a étudié le cinéma. Elle a fait aussi photographie. Elle a fait des longs. Elle a surtout commencé par des courts-métrages et de type documentaire. Elle a fait par exemple un portrait de plongeuse japonaise. Elle a eu beaucoup de prix. Et il y a un titre de film, j'ai pas du tout vu, je sais pas de quoi ça parle. Ça s'appelle Dans l'obscurité du cinéma, j'enlève mes chaussures. Parce que moi ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Je vérifie tout de suite qu'il n'y ait pas d'émanation gazeuse qui pourrait importuner mes voisins. Dans sa cinématographie, parce que j'ai été chercher un petit peu, j'ai pu voir quelques extraits. Tu travailles, c'est bien. Oui, il y a une longue préparation dans Movies. On sent vraiment qu'elle a une grande proximité avec son sujet. Alors pour le film, une photographie qui est super. Moi, j'ai bien aimé ce film qui n'est pas un documentaire, mais ça aurait pu l'être sur le comment vivre ensemble. Parce que quand même, ce qui est intéressant dans cette île, c'est que au final, la communauté queer est présente, très visible, acceptée, mais elle doit rester à sa place. C'est ça quand même que je trouve intéressant. Et on peut se dire, il y a peut-être quand même une évolution. On a une évolution. Donc c'est un film très optimiste. Très, très, très optimiste. Et je pourrais dire, vous savez, on vous dit que les droites parallèles peuvent se croiser, mais simplement à l'infini. Et bien là, on peut peut-être penser qu'on n'a pas besoin d'attendre l'infini pour que ces mondes se croisent. En plus, alors ce qui est très drôle aussi, elle n'hésite pas, au niveau de la bande son, la bande originale, de nous faire télescoper du Purcell et du Jan Maas. Donc voilà. Donc un film, moi que j'ai bien aimé. Est-ce que le film est bien distribué, tu sais ça ? Je crois qu'il va sortir sur les 2 salles classées arrêt-essai sur la région bordelaise. Bon, je pense pas qu'il reste très longtemps. Donc, non, il faut... Moi, je l'ai pas vu, mais j'irai le voir. Oui. Mais alors, moi, je viens de parler de ça et... Moi, je reviens en France encore. Oui. Avant quoi ? Avant l'effondrement, dépêchons-nous. Film français avant l'effondrement qui tente de capter certains aspects de l'ère du temps. Et il est scénarisé et réalisé à 4 mains par un duo masculin-féminin qui s'appelle Benoît Volney et Alice Zenitzer. Alors, dans un Paris caniculaire, Tristan, il a la trentaine à peu près, il est directeur de campagne d'une candidate écolo aux législatives et il reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif sans aucune explication. Alors évidemment, ça ne manque pas de l'intriguer et il est peut-être atteint d'une grave maladie génétique qu'il aurait de fortes chances de transmettre à une éventuelle descendance. Donc il devient obsédé par l'idée de retrouver la femme qui lui a envoyé ce test. Mauvaise blague, vengeance, tentative de déstabilisation politique, pourquoi pas. En tout cas, il va mener l'enquête et ça aura des conséquences sur sa vie affective et sur sa vie professionnelle. Le film, en fait, s'articule autour d'un double conflit, collectif pour l'un et intime pour l'autre. D'une part, la problématique écologique, qui nous concerne tous, ce fameux réchauffement climatique. Tout le monde transpire beaucoup dans un Paris filmé comme Tanger ou comme Alger, par exemple, sous une lumière écrasante, avec la crainte que tout collapse, comme disent les anglo-saxons, l'effondrement du titre. Et quoi faire pour y remédier. Et puis d'autre part, le côté intime, c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur Tristan, un risque de dégénérescence cérébrale après ses 40 ans, comme ça a été le cas pour sa mère, et il existe un test pour déterminer son statut génétique vis-à-vis de ce syndrome, mais le jeune homme ne l'a pas encore fait. Alors je dirais que ce deuxième aspect m'a presque plus intéressé que le premier, parce que l'histoire des climats, c'est plus présent partout dans les médias, et ça devient un sujet classique au cinéma. Aussi bien documentaire que fiction. Alors le film est chapitré très clairement en 5 parties titrées, un peu comme des actes au théâtre. Il y a d'ailleurs un côté théâtral évident dans plusieurs scènes, et c'est sans doute voulu parce que j'ai lu après que la co-réalisatrice
Elle est dramaturge et elle est metteur en scène de théâtre. Alors sous des abords de comédie de mœurs, hein, c'est un peu ce qu'il est parfois, avec en toile de fond les nouveaux rapports amoureux de la jeunesse actuelle. C'est un film aussi qui propose une réflexion politique oui, on peut dire qui questionne l'engagement personnel face à cet effondrement que les échos anxieux redoutent. Hein. Dans une des scènes clés très bien écrite et très bien filmée, il y a deux personnages féminins qui s'affrontent à ce sujet dans un véritable duel, hein, et ça envoie du bois, comme on dit. Hein. Le débat porte sur comment infléchir le cours des choses. Est-ce qu'il faut croire encore à la politique traditionnelle en militant au sein d'un parti, ou alors est-ce qu'il faut plutôt partir cultiver son jardin dans une communauté autarcique ? Alors, l'exposition de ces arguments dans cette battle est vraiment impressionnante, je trouve passionnante, même si on peut trouver ça un peu didactique, presque surécrit. Autre chose que j'ai bien aimé, une parenthèse presque documentaire avec l'intervention d'une psy qui parle de comment est vécu par les personnes concernées les résultats du test génétique sur cette fameuse maladie donc, qui s'appelle la chorée de Huntington. Alors dommage que la fin de ce premier long métrage assez ambitieux soit un peu décevante, voire nunuche. Encore le syndrome, j'ai une bonne idée de film mais je sais pas trop comment terminer mon histoire, donc je bâcle avec un truc passe-partout. Moi j'ai vu ça un peu comme ça. Les deux acteurs principaux, Niels Schneider, moi, je l'ai assez peu vu ailleurs. Et Ariane Labed, que j'ai découverte aussi ici, je préfère nettement la fille qui est vraiment, vraiment épatante. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Les petites morsures, les petites blessures, les simples déchirures font saigner bien des cœurs. T'es tombé amoureux, mon petit général, et l'amour t'a blessé, t'es tombé de cheval. Mais surtout tu t'en veux, en tombant c'est fatal. T'as cassé ton jouet et une épée sans la lame. Vraiment ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font saigner bien des cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures font couler bien des pleurs. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral, tu appelles au secours les pompiers de l'amour. Vraiment, ça la fout mal de nager aussi mal. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de beaux souvenirs. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures vont te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zacharie, une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des finis contini. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs d'y redit, et ton père te crie. N'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour.
Daniel Auteuil, que vous aurez peut-être reconnu, persiste dans la chanson avec un deuxième album. Non, mais tu me fais peur quand tu dis persiste. Oui, encore réalisé par Gaëtan Roussel, donc qui vient de sortir, et d'où est extrait ce titre, Les Petites Coupures, avec un joli texte dont il est l'auteur. On va en Espagne ou on va à Paris, les deux? Oui, là c'est pour Un an, une nuit, un film d'Isaki La Cuesta, avec Nahuel Pérez Biscayar et Noémie Merlan. Dans ce film, vous vous souvenez malheureusement du 13 novembre 2015, Ramon et Céline, c'est un jeune couple, ils sont au concert du Bataclan. Ils vont échapper à l'attaque terroriste, mais vont avoir de grosses difficultés à reprendre, et on peut le comprendre, une vie normale. On a d'un côté Céline, qui est donc interprétée par Noémie Merlan, qui va chercher désespérément, elle, à oublier cette nuit cauchemardesque, alors que Ramon, lui, il se repasse inlassablement les événements, comme s'il essayait de trouver un sens et d'essayer un peu de comprendre cette horreur. Donc ils vivent ensemble et le film va tourner autour de l'idée de comment surmonter l'épreuve et essayer ensemble d'aller vers l'avant. Alors le film est tiré d'une histoire. Oui, on sait que l'histoire est vraie, que ça existe, bien évidemment, mais c'est surtout que là, Ramon González, qui a donc subi ces attentats, a écrit ce bouquin qui a servi pour le film d'Isaki et La Cuesta. C'est un film dont j'essaye de... j'ai parfois un petit peu ma mémoire qui ça fait longtemps que tu l'as vu. Oui, qui flanche, puisque ce film, on l'avait vu à San-Sébastien. Alors, ce qui avait été assez... pas étonnant, mais remarquable, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est d'avoir vu une Noémie Merlan dans deux films profondément différents. Bon, j'ai commencé par Un an, une nuit, donc un drame, et 2 jours après, je la voyais flamboyante dans L'Innocent, le film de Garrel. Alors, dans ce film, le massacre, puisqu'il faut bien employer ce terme de massacre du Bataclan, est constamment en filigrane. Un filigrane quand même très présent, trop présent, je ne saurais pas le dire exactement, mais on a de nombreux flashbacks où on a les protagonistes replongés dans l'horreur dans cette nuit. Bon, bien sûr, on ne voit pas les agresseurs, on ne voit pas de balles tirées, mais on est dans l'ambiance, je mets aussi l'ambiance avec les guillemets qu'il faut y mettre. Donc ça, c'est des moments suggérés de façon assez forte. Et moi, c'est ce qui m'a un peu quand même gêné dans ce film. Je comprends ce qu'a pu être... Enfin, je comprends. J'essaye d'imaginer ce qu'a pu être... ce qu'ont vécu ces personnes, mais là on se le prend quand même, on se le prend bien dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est bien comment ces deux personnages réagissent différemment à ce qu'ils ont vécu. Ils l'ont vécu de façon certainement différente et essayent d'avancer de façon différente. Alors, ça va être compliqué, ça va être vraiment des montagnes russes que va nous montrer le réalisateur. Donc moi, ce film, je l'ai vu, je l'ai pris dans le visage. Je saurais pas vous dire d'aller le voir ou pas d'aller le voir, ça dépend de votre capacité à encaisser. Voilà. Pour moi, ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Donc après Revoir Paris et Novembre, donc autre fiction qui évoque ce drame. Il sort la semaine prochaine, il n'est pas encore. Alors on devait parler de Disco Boy, mais on n'a peut-être pas le temps parce que sinon on ne pourra pas mettre nos deuxième couche. Donc soit en bonus, soit on en parlera la prochaine fois de ce Disco Boy. Et on passe la deuxième couche avec beaucoup de films des petits films qui restent à l'affiche et qui ont du succès. C'est par exemple Le Bleu du Caftan.
Oui, alors là, il J'étais marche surpris, très bien. ouais. Il marche Et très j'ai bien. lu même qu'il a beaucoup de succès en Europe. Mélo-marocain subtilement engagé et qui remporte un grand succès. Il n'est pas sorti encore au Maroc, figure-toi. Il va sortir simplement la semaine prochaine. Alors il y a les fameux Chemins Noirs, le marcheur Sylvain Tesson, interprété par Jean Dujardin, qui dépasse le million, aussi qui va dépasser le million de spectateurs en France. Bon, c'est bien que les films français fassent, et ouais, quand hein. ils sont enfin, je veux dire, c'est pas des comédies un peu de Comme bas il y a de gamme, beaucoup. mais là, moi, ça, on était partagés, on a quand même. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je préfère quand même. Autre film qui a du succès, c'est Je verrai toujours vos visages, ce film choral qui met en scène le dispositif de justice restaurative avec un casting en or. Alors, si vous avez des films je ne vais pas dire à voir, mais si vous devez faire une wishlist et puis y mettre des priorités, moi les priorités je les mets par rapport au temps où ces films vont rester en salle. Donc précipitez-vous pour aller voir Normal et voir un Paul Vord assez extraordinaire. Tragicomédie loufoque, difficile à classer, Almaviva, peut-être film, tu parlais du Portugal, on a des bonnes nouvelles du Portugal, puisque c'est aussi un film portugais, délicat, sur un sujet... Almaviva, c'est quel film Almaviva, c'est sur la jeune fille victime d'inceste. Je me mélange les pinceaux. Comment il s'appelait ce film ? Tu vois trop de films. D'Alva. Mais D'Alva n'est plus à l'affiche. Non, il n'est plus à l'affiche d'Alva. Almaviva, c'est un film portugais, en effet, sur une jeune fille aussi. Je mélange tout. Les Trois Mousquetaires. Bon, là, ils vont rester quelques temps. Ça marche bien, c'est normal, c'est bien réalisé, il y a de quoi faire, c'est du vrai cinoche, c'est du cinéma, du cinoche de samedi soir. Rien de péjoratif là-dessus. C'est simplement pour dire que c'est comme quand on va voir Top Gun ou des choses comme ça. On sait ce qu'on va voir, c'est bien foutu, c'est bien. Pour les gens qui aiment Pina Bausch, Dancing Pina, documentaire sur la préparation de 2 chorégraphies de Pina Bausch. Et bien sûr, Sur l'Adamante, dont la presse a beaucoup parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui donne une autre vision de la psychiatrie. C'était l'Ours d'Or 2023 à Berlin. L'Établi, il passe encore, je pense qu'il passe encore, sur un cheval de Troie intellectuel qui vient dans une usine au début des années 70 pour préparer la révolution. Alors dans le viseur, on peut peut-être dire que tous ces films, on les retrouve dans nos podcasts en cliquant sur la fiche. Vous avez nos impressions. Dans le viseur, pas mal de choses dans le viseur. Oui, alors il y en a un dont je sais pas trop. Ça s'appelle Beau is Afraid. Alors, j'ai vu la présentation, divagation psy, qui a l'air assez délirante, qui dure quand même 3 heures. Oh là là. Moi, j'irais pour Joaquin Phoenix, qui a le rôle principal. Misanthrope, ça c'est un polar thriller avec un serial killer. Moi, j'aime bien les films avec des serial killers. Ça a l'air intéressant. Et un autre thriller, c'est un thriller turc qui s'appelle Burning Days, qui a l'air vraiment bien. Tu as repéré autre chose ? Le jeune imam. Le jeune imam, c'est un film français sur tiré d'une histoire vraie sur un jeune qui devient imam dans la cité après un séjour au Mali et qui est dans des trafics un peu louches. Chien de la casse. Premier long métrage autour d'une amitié qui a l'air toxique. C'est déjà la fin ? Oui. Quand tu seras grand. Alors ça, c'est avec Vincent Macaigne et c'est sur le problème des EHPAD. Ça a l'air d'être mi-comédie, mi-tragédie. Oui, là, on voit Vincent Macaigne qui veut absolument pas qu'il y ait mélange des genres. Il veut, lui, qu'on s'occupe que de ses anciens dans l'EHPAD et il veut pas que des gamins arrivent. Là, chacun a son pré carré. Tu vas voir Hokusai, le biopic du peintre japonais. Moi, je pense que j'irai faire un tour. Sorti bientôt, Temps mort, 3 $, en permission. Le dernier film avec Karim Leclou, qui sort bientôt. Et Le Principal, avec Roche Dizem, en principal de collège. On n'a pas fait on peut faire une pub? Non, on peut plus. Enfin, on peut Beau juste... geste sur France 2, émission sur le cinéma présentée par Pierre Lescure, qui est vraiment
intéressante. Et pour nous retrouver, vous allez sur l'instantciné.fr où vous pouvez retrouver toutes nos émissions de la saison 2. Et je vous le rappelle, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, pour un film, vous cliquez sur l'affiche et vous écoutez juste le commentaire du film en question. Donc à la prochaine. Merci, au revoir.